Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 6 février. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Serge Papin, l'ancien patron de Super U devenu ministre, veut casser la gueule des géants chinois du e-commerce, à lire sur BFM TV. L'expérience d'achat plébiscitée par les Français à découvrir sur e-marketing.fr. L'Europe s'attaque enfin à la domination de Visa et Mastercard sur le paiement, à lire sur Siècle Digital. Et enfin, 12 ans après sa création, Back Market atteint la rentabilité mondiale, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je prolonge cette lecture avec l'épisode 250 consacré au commerce comme enjeu de souveraineté à partir de l'actualité récente, droits de douane, tensions commerciales, dépendance technologique. J'ai voulu analyser ce que ces signaux disent du commerce européen aujourd'hui. Plateforme paiement, logistique, intelligence artificielle, autant d'infrastructures souvent invisibles mais décisives pour l'autonomie du marché. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, plusieurs articles montrent que la solidité des acteurs du commerce dépend désormais de leur capacité à maîtriser leurs infrastructures logistiques, financières et opérationnel. L'exemple de Weldom permet d'illustrer concrètement ce déplacement. Dans un marché du bricolage orienté à la baisse, l'enseigne continue de progresser, y compris à périmètre comparable. Cette trajectoire repose sur des choix opérationnels précis. La supply chain joue un rôle central avec une organisation pensée pour limiter l'immobilisation de trésorerie des magasins et ajuster les stocks aux réalités locales. La préparation des commandes à l'unité, la mutualisation industrielle et la finesse du pilotage logistique structurent une relation différente entre la tête de réseau et les franchisés. La franchise apparaît ici comme un mode d'organisation efficace dès lors qu'elle est accompagnée et outillée. La proximité ne relève pas d'un discours, elle se traduit par des assortiments réellement adaptés aux zones de chalandise. Le redressement judiciaire de Balibari éclaire en creux les fragilités persistantes du prêt-à-porter français. Malgré un positionnement premium, une fabrication européenne et une image de marque travaillée, l'entreprise n'a pas résisté à un endettement devenu trop lourd. La baisse de la consommation, la pression sur les marges et la difficulté à maintenir des volumes suffisants ont progressivement déséquilibré le modèle. Ce cas rappelle que la valeur perçue d'une marque ne protège plus contre les structures de coûts rigides et des besoins de financement mal absorbés. Dans un autre registre, l'annonce de la rentabilité mondiale de Back Market marque une étape importante pour le reconditionner. 12 ans après sa création, la plateforme démontre qu'un modèle fondé sur l'économie circulaire peut atteindre un équilibre économique à grande échelle. Cette rentabilité repose sur une structuration progressive du réseau de reconditionneurs, une maîtrise accrue des coûts et un élargissement raisonné de l'offre. Le reconditionné s'installe ainsi durablement dans le paysage de l'électronique grand public. Ces trajectoires trouvent un prolongement direct dans les infrastructures de paiement. Plusieurs articles soulignent que le paiement occupe désormais une place stratégique dans le pouvoir d'achat. L'intelligence artificielle permet d'ajuster les contrôles en fonction des profils clients avec un double objectif, réduire les frictions pour les clients établis et renforcer la sécurité sur les parcours à risque. Le paiement fractionné continue de s'inscrire dans les usages, tandis que l'open banking déplace certains mécanismes de sécurisation en amont de la transaction.
L'émergence de Wiro et les alliances pan-européennes traduisent également une volonté de réduire la dépendance européenne aux réseaux internationaux existants. Le paiement devient ainsi un sujet opérationnel, mais aussi un enjeu stratégique. Le commerce de mode reste sous tension. Le bilan 2025 de l'Alliance du commerce fait état d'une stabilité globale des chiffres, mais cette apparente résistance masque des évolutions plus préoccupantes. La fréquentation recule, les paniers se contractent et la vacance commerciale progresse dans de nombreux centres-villes. La concurrence des plateformes internationales, notamment Chine et Temu, accentue ces déséquilibres. Les actions judiciaires engagées et les appels à un durcissement des contrôles traduisent une prise de conscience, mais aussi la difficulté à établir des conditions de concurrence perçues comme équitables. Du côté des consommateurs, les arbitrages se poursuivent sans rupture brutale. Le baromètre de l'Obsoco montre que la consommation se maintient, mais devient plus sélective. L'expérience, le conseil et la relation humaine prennent une place croissante dans la décision d'achat. Le commerce physique conserve un rôle important en tant qu'espace de réassurance et d'accompagnement. Cette évolution éclaire la relative solidité des modèles fondés sur la proximité et sur une lecture fine des usages locaux. Enfin, les évolutions observées dans la publicité, les dispositifs agentiques prolongent ces transformations. Les protocoles ADCP et ARTF annoncent une automatisation accrue des échanges publicitaires, tout en maintenant un rôle central pour les fonctions de pilotage et d'arbitrage. Les métiers évoluent vers des logiques de supervision des systèmes plutôt que d'exécution directe. La valeur se déplace vers la capacité à structurer, contrôler et ajuster des flux complexes. Pris ensemble, les articles de cette semaine décrivent un commerce dans lequel la performance repose de plus en plus sur la qualité des fondations. Logistique, paiement, organisation et pilotage financier deviennent des déterminants majeurs de la capacité à durer. Les acteurs qui investissent cette dimension renforcent leur résilience, les autres voient leur fragilité apparaître plus rapidement, y compris lorsque leur proposition de valeur reste lisible. Comme dirait Jean-Pierre Papin, je suis sur le ballon. Serge Papin, l'ancien patron de Super U devenu ministre, veut casser la gueule des géants chinois du e-commerce, à lire sur BFM Business en date du 5 janvier. L'ancien patron de Super U, devenu ministre du Commerce et des PME, a fait de la lutte contre les plateformes chinoises son cheval de bataille depuis son arrivée au gouvernement. Face à ces géants, il prône le Made in France accessible, direct, adepte du compromis et fort de son expérience de terrain. L'ancien patron autodidacte de Système U, Serge Papin, imprime son style au ministère des PME et du Commerce, appelant à monter le point face aux prédateurs chinois et américains, Chine en tête. Après une défaite en première instance, l'État va demander jeudi, en appel à la justice, de suspendre la plateforme asiatique d'Ultra Fast Fashion, où la vente de produits illicites a fait scandale cet automne. J'espère qu'on va gagner, on a de bons arguments. Assuré en janvier à l'AFP Serge Papin, regard noir derrière ses lunettes rondes et voix rauque d'ancien fumeur, il a hérité en octobre d'un portefeuille incluant pouvoir d'achat, artisanat et tourisme. Procès, taxe sur les petits colis, le gouvernement tente de contrer la concurrence déloyale du géant de l'e-commerce Chine, mais la riposte passera aussi par le développement du Made in France accessible, souligne le septuagénaire, brandissant à l'envi une brosse à dents à 1 € produite par une PME de Beauvais, la brosserie française. Sinon, on se fait bouffer, tranche ce fils d'épicier, PDG du groupement d'indépendants Système U, devenu Coopérative U, de 2005 à 2018. Comme dirait Jean-Pierre Papin, le combat sera long, mais je suis sur le ballon, a-t-il plaisanté lors de ses vœux aux acteurs économiques.
Quelques jours plus tôt, l'homonyme de l'icône du foot tricolore avait surpris en lançant « Il faut casser la gueule aux Chinois » à des patrons réunis par la CPME. Une sortie complètement assumée, qui n'attaque en rien les personnes elles-mêmes, assure à l'AFP son entourage. Mercredi, au Parlement, le ministre a néanmoins présenté ses excuses, réfutant toute intention raciste ou xénophobe. Sa parole est libre du fait de son parcours, c'est aussi ce qui fait son charme, défend l'entourage du ministre de l'économie, Roland Lescure. Spontané, le ministre, qui tutoie facilement, a lui vraiment tiré des palettes, souligne auprès de l'AFP le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers, le jugeant néanmoins naïf sur Chine. Né le 1er août 1955, Serge Papin s'installe à 8 ans dans un bourg vendéen, la Châtaigneraie, où ses parents reprennent un magasin Codec, futur Super U, qu'il rachètera lui-même en 2012. Au collège, il est en pension, lit Albert Camus et René Char, mais rebelle, se fait exclure en 3e. Après une année de comptabilité, un BEP commerce obtenu en candidat libre, il devient à 17 ans manutentionnaire dans un Intermarché. Il fait son service militaire en Nouvelle-Calédonie, puis suit une formation à la Chambre de commerce de Nantes, où il rencontre, lors d'un faux entretien d'embauche, Jean-Claude Jaunet, dirigeant de Système U et son ancêtre Unico de 1973 à 2003. Recruté pour de vrai comme promoteur des ventes, Serge Papin y passera 43 ans. Consommation responsable, devenu PDG, celui qui a fondé le service communication du groupement défend son secteur dans les médias, comme le rival Michel-Édouard Leclerc. Si Leclerc c'est le prix, le combat de Serge Papin depuis 20 ans, c'est la consommation responsable. Il a toujours pensé que l'entreprise avait une responsabilité sociétale, résume pour l'AFP Thierry Cotillard, patron des Mousquetaires Intermarché. Auteur d'ouvrages comme Consommer moins, consommer mieux, engagé sur le bio, Serge Papin voyait les choses un peu avant les autres. Salut Thierry Dessouche, ex-porte-parole de Système U, mu par la volonté de faire avancer tout le monde dans le même sens, selon une ancienne collaboratrice. Il a remis le rapport qui a nourri en 2021 la loi Egalim 2 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. C'est le meilleur des distributeurs qui pouvait prendre ce poste de ministre, assure à l'AFP un représentant des industriels dont les négociations annuelles avec les supermarchés sont traditionnellement houleuses. La même source regrette toutefois que le ministre soit déchargé des dossiers liés à Auchan, car il a été administrateur d'Auchan Retail International de 2022 à 2025. Père de 5 enfants, Serge Papin vivait à La Rochelle avant de rejoindre le gouvernement à 70 balais et assure-t-il sans plan de carrière ni enjeu financier. L'expérience d'achat plébiscitée par les Français, à lire sur e-marketing.fr en date du 3 février. Pour plus de la moitié des Français, l'expérience s'impose comme un moteur de la consommation. Tel est l'enseignement principal de la première édition du baromètre de la consommation des Français, réalisé par l'Obsoco pour la Foire de Paris. L'achat peut même devenir un acte militant. Les Français n'ont pas renoncé à consommer, ils prennent leur distance avec l'accumulation. Le produit seul ne suffit plus à justifier l'acte. Ce retrait n'est pas un désamour, c'est un déplacement, commente Agnès Crozet, DGA de l'Obsoco. Parce que la Foire de Paris observe et accompagne l'évolution des modes de vie et des comportements de consommation des Français depuis plus de 120 ans, elle a décidé de confronter les attentes de ses visiteurs à ceux des Français à travers une enquête exclusive sur les comportements de consommation baptisée « La consommation en mutation de l'objet à l'expérience ». Ainsi, il apparaît qu'acheter pour posséder n'est plus une fin en soi. Le bien matériel, seul, ne suffit plus à justifier l'acte d'achat.
Pour 6 Français sur 10, consommer, c'est désormais vivre une expérience. C'est vers l'expérientiel que se déplace le véritable réservoir de croissance des acteurs économiques de la consommation, analyse Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris. Le shopping social. Plus de 60% des Français ont participé à au moins un événement autour de la consommation en 2025, foire, marché, dégustation. Ils y vont pour acheter, mais avant tout pour faire une sortie agréable, passer un moment convivial, découvrir des produits du terroir, des spécialités régionales, et pour toucher, sentir, déguster. La consommation devient un prétexte à la sortie et à l'expérience collective. Consommer, ce n'est donc plus seulement acheter, c'est aussi être conseillé et vivre quelque chose qui dépasse le produit. D'ailleurs, si la qualité exceptionnelle du produit arrive en tête de ce qui rend un achat extraordinaire pour 43% des Français, 31% d'entre eux déclarent que c'est aussi l'histoire qu'il y a derrière et la rencontre humaine occasionnée par l'achat qui ajoute de l'épaisseur. Cette quête d'expérience, se retrouve aussi dans la fréquentation des commerces physiques. Seuls 2% des Français ne les fréquentent pas, un chiffre à souligner dans l'ère de l'ultra-digitalisation, une quête d'échange que l'on retrouve dans les 93% de Français qui seraient intéressés de passer une journée avec un artisan pour découvrir son métier, un chiffre qui témoigne fortement de l'attrait des Français pour l'artisanat et les savoir-faire authentiques. Enfin, en tête des motifs de fréquentation des commerces physiques, les Français sont 30% à mettre en avant le fait de pouvoir toucher, manipuler et essayer les produits. Consommation éthique. La consommation est aussi un moyen d'exprimer son identité. 46% des Français estiment qu'elle leur permet d'exprimer qui ils sont et leurs valeurs. Un sentiment particulièrement fort chez les 18-34 ans. Les Français associent par ailleurs la consommation à une forme d'engagement. Pour 84% des Français, consommer, c'est soutenir l'économie locale et les producteurs, mais aussi la croissance et l'emploi pour 83% d'entre eux. Ces convictions traversent toutes les catégories sociales et tous les âges, avec une adhésion particulièrement forte à noter chez les plus de 65-75 ans. Cet engagement peut parfois même se traduire par un acte militant permettant de soutenir certaines marques ou d'en boycotter d'autres pour 65% des répondants. Cette vision est plus marquée chez les jeunes et les diplômés du supérieur. Le Made in France en est une traduction. 53% des Français déclarent avoir intégré ce critère dans leur choix de consommation, avec des pics chez les 65-75 ans et les foyers aisés. Cette exigence peut même conduire à s'abstenir d'acheter. 35% des répondants déclarent avoir déjà renoncé à un achat faute de trouver une option française satisfaisante. La consommation responsable n'est donc pas un simple discours, elle se traduit par des comportements concrets et des arbitrages assumés chez une part non négligeable de la population. L'Europe s'attaque enfin à la domination de Visa et Mastercard sur le paiement, à lire sur siècledigital.fr en date du 3 février. Le paiement est depuis longtemps l'un des angles morts de la souveraineté numérique européenne. Entre les cartes bancaires, les paiements en ligne et les transferts transfrontaliers, l'immense majorité des flux repose encore sur des infrastructures américaines. Une situation connue mais rarement remise en question à grande échelle. Et pourtant, ce début d'année 2026 marque un tournant avec une alliance industrielle inédite entre plusieurs poids lourds européens du paiement. Une alliance pan-européenne autour de 130 millions d'utilisateurs. Ce lundi 2 février, l'EPI, European Payment Initiative, opérateur de la solution Wero, et l'alliance Europa ont officialisé la signature d'un protocole d'accord avec Bancomat en Italie, Bizum en Espagne, MBWay au Portugal, Vipps Mobile Pay aux pays nordiques et CBS
Ensemble, ces acteurs représentent environ 130 millions d'utilisateurs dans 13 pays européens, soit près des 3/4 de la population de l'Union européenne et de la Norvège. Le chiffre n'est pas tout à fait juste. Avec cette alliance, l'objectif est de créer un réseau de paiement européen capable de fonctionner au-delà des frontières nationales sans dépendre des schémas Visa ou Mastercard. Et contrairement aux tentatives passées, il ne s'agit pas de fusionner les solutions existantes, mais bien de les rendre interopérables grâce à une plateforme commune. Une plateforme d'interopérabilité sans renoncer aux usages locaux. Le cœur du projet repose sur une infrastructure centrale pilotée par une nouvelle entité conjointe. Cette plateforme permettra aux différentes solutions nationales de dialoguer entre elles tout en conservant leurs marques et leurs applications. Un utilisateur de Wero en France pourra ainsi envoyer de l'argent instantanément à un utilisateur Bizum en Espagne, simplement via un numéro de téléphone, un QR code ou une adresse email. Le socle technologique choisi est celui du virement instantané de compte à compte, basé sur des standards européens, une approche qui garantit des transactions rapides sans passer par les réseaux internationaux de cartes et tout en respectant les écosystèmes bancaires existants. Un levier stratégique pour les commerçants européens. Au-delà des particuliers, l'Alliance vise aussi les professionnels. Dès 2027, les paiements en ligne et en point de vente seront intégrés au dispositif. Pour faciliter l'adoption, un badge visuel commun viendra compléter les marques actuelles comme Wero, Bizum ou MBWay afin d'indiquer clairement l'acceptation du paiement dans toute l'Europe. Pour les commerçants, l'enjeu est de réduire la dépendance aux acteurs internationaux et de bénéficier d'une solution pensée à l'échelle du marché européen. La coalition mise sur son effet de masse pour accélérer l'intégration côté e-commerce et magasins physiques. Un calendrier déjà enclenché dès 2026. La phase de faisabilité étant validée, le projet entre désormais dans sa mise en œuvre opérationnelle. Très prochainement, les paiements transfrontaliers entre particuliers seront progressivement déployés et les partenaires prévoient ensuite une montée en charge vers les paiements du quotidien en 2027. L'Alliance Europa revendique plusieurs millions d'euros transférés à l'étranger en 2025 et les acteurs espèrent amplifier rapidement ce mouvement avant de voir arriver l'euro numérique porté par la Banque centrale européenne. 12 ans après sa création, Back Market atteint la rentabilité mondiale, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 février. Après plus d'une décennie de croissance, Back Market franchit un cap stratégique. Sa place de marché dédiée aux produits reconditionnés devient rentable à l'échelle mondiale, confirmant la viabilité économique du marché de l'électronique durable. 12 ans après sa création, Back Market franchit donc une étape clé de son développement en atteignant pour la première fois le seuil de rentabilité à l'échelle mondiale. Après avoir été rentable en Europe sur l'exercice 2024, la plateforme spécialisée dans la vente de produits technologiques reconditionnés a étendu cette performance à l'ensemble de ses marchés en 2025, a indiqué l'entreprise. Fondée en 2014, la licorne française a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 440 millions d'euros, sans préciser le montant de son bénéfice. Son volume total de transactions s'élève à 3 milliards d'euros, en hausse de 32% sur un an, témoignant d'une poursuite de la croissance malgré un contexte économique plus contraint pour les entreprises technologiques. Une montée en puissance du reconditionné. On a continué à se développer avec le moteur européen qui a encore accéléré et des marchés qui étaient moins matures sont devenus plus matures, a commandé son PDG et cofondateur Thibaut Hugues Delarose. Aux États-Unis, principal marché hors Europe, la dynamique s'accélère, même si le reconditionné y demeure à un stade de développement
plus précoce. Présente dans 17 pays, Back Market revendique 18 millions de clients et s'appuie sur un réseau de 1800 partenaires reconditionneurs. Initialement centré sur les smartphones, la plateforme a progressivement élargi son offre aux ordinateurs, consoles de jeux, appareils photo et équipements électroménagers. Cette rentabilité s'inscrit également dans une stratégie de maîtrise des coûts engagée depuis plusieurs années. Début 2023, l'entreprise avait notamment mis en œuvre un plan de départ concernant une centaine de salariés, soit près de 15% de ses effectifs. Back Market compte aujourd'hui environ 700 collaborateurs. Au-delà de la performance financière, cette étape confirme la montée en puissance du reconditionné dans le paysage de l'électronique grand public, longtemps dominé par le neuf. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.